Les négociations climat, pour le moment, ne sont pas des négociations, c'est des réunions climat. Donc voilà, on cause. Ici, vous avez la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis l'année de ma naissance. Alors, ce n'est pas moi qui ai commandé la série, c'est juste que celle que j'ai trouvée sur Internet, coïncidence, chez les Américains, là, début de l'année de ma naissance. Alors, vous voyez, quand je suis né, il y avait un peu moins de 300 parties par million, 300 millionièmes de CO2 dans l'atmosphère. Au moment où on se parle, là, en ce moment, on n'est pas très loin de 420, soit dit en passant. Et vous voyez que ça augmente gentiment tous les ans et de façon extrêmement régulière. Et là-dessus, vous pouvez placer, alors ce que vous voulez, vous pouvez placer la dématérialisation, vous pouvez placer le discours de Chirac, ce que vous voulez. En gros, strictement aucun événement que vous allez placer dessus n'a eu d'importance puisque ça n'a jamais changé le cours des choses derrière. Donc vous voyez, la première réunion de la Convention climat n'a rien changé à ce qui s'est passé derrière. Parce que vous voyez la manière dont ça évolue avant et la manière dont ça évolue après. Soit dit en passant, c'est une réunion qui s'est passée à Bonn avec à l'époque une ministre de l'Environnement qui s'appelait Angela Merkel. Ça, c'est le protocole de Kyoto, qui ne change rien à ce qui se passe derrière. Ça, c'est le gros échec de Copenhague. Ah bon, si on veut, ça ne change ni plus ni moins. Et ça, c'est le gros succès de Paris. Ah bon, ça ne change ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans les réunions climat, les fameuses COP, n'a strictement aucune espèce d'importance sur l'évolution de la concentration en CO2 dans le monde. Alors on y reviendra peut-être au moment du débat. Il y a une raison à ça, c'est que les processus onusiens n'ont pas la capacité à infléchir ce qui se passe dans le monde, en tout cas pas celui-là. L'ONU est un endroit où les gens entérinent ce qu'ils sont déjà prêts à faire. Mais ça ne les oblige pas à faire des choses nouvelles. Donc ils viennent, puis ils disent, voilà, je suis en train de faire ça, très bien, merci monsieur, c'est très sympa d'être venu, à l'année prochaine. Voilà. Le CO2 qu'on met dans l'air, alors là, on va oublier la physique et oublier les maths, on va faire un peu de chimie, je suis désolé, je vous enquiquine vraiment. Le CO2 qu'on met dans l'air, vous savez que son nom orthodoxe, c'est dioxyde de carbone. Alors, dioxyde de carbone, ça veut donc dire que c'est un oxyde. Il se trouve que les oxydes, c'est la chimie le veut, sont des molécules qui sont éternelles tant qu'elles ne sont pas agressées par quelque chose. Dit autrement, tant que vous ne leur fournissez pas de l'énergie, les oxydes sont des molécules éternelles. Par exemple, le fer, depuis qu'il y a de l'oxygène sur Terre, l'oxygène a oxydé le fer, et le fer se trouve sous forme d'oxyde de fer. Et puis il reste sous forme d'oxyde de fer, et ça fait des centaines de millions d'années qu'il est là sous forme d'oxyde de fer. Ce qui veut dire que le CO2, une fois qu'on le met dans l'atmosphère, il n'a pas de processus spontané d'épuration de l'atmosphère. Il n'en a pas. D'accord ? Donc s'il ne se passe rien au contact de la Terre, où il se passe des choses, vous allez voir, eh bien, il resterait éternellement dans l'atmosphère. Alors, il y a quand même des choses qui se passent au contact de la surface. Il se passe deux choses. La première, c'est qu'une partie du CO2 peut se dissoudre dans l'océan, mais c'est un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire, s'il y a moins de CO2 dans l'océan que dans l'atmosphère, ce qu'on appelle une pression partielle inférieure, le CO2 passe de l'un dans l'autre, il pousse un peu, mais c'est un phénomène réversible. Si un jour on retire du CO2 de l'atmosphère, à ce moment-là, le CO2 qui est dans l'océan ressortira pour se recoller dans l'atmosphère. C'est un phénomène de vase communicant. Et puis, vous avez un deuxième processus de soustraction, c'est la photosynthèse, mais pour ça, il faut un photon, c'est-à-dire de l'énergie, et à ce moment, vous avez soustraction du CO2 de l'atmosphère pour, entre guillemets, nourrir une plante, mais la plante ne marche que s'il y a de la lumière, du soleil ou dans un placard, ça dépend de la plante, mais sans lumière, ça ne fonctionne pas. Alors, et ces deux processus sont des processus au contact de la surface, ils n'opèrent pas dans l'atmosphère. À cause du fait donc, que le dioxyde de carbone, est une molécule très stable, ça veut dire que quand on met du CO2 dans l'atmosphère, eh bien ce CO2 ne s'en va pas vite et il s'en va même très lentement. Si demain matin, on arrêtait les émissions humaines de CO2, si demain matin, on les arrêtait, aujourd'hui, nous avons créé un surplus. Je vous l'ai montré au graphique précédent. Là, vous voyez, on était, quand je suis né, à 320, on est aujourd'hui à 420, et en fait, avant que les hommes fassent les azous avec le charbon, on était à 280. Eh bien, le fait de passer de 280 à 400 crée un surplus. Eh bien, ce surplus, si demain matin j'arrête les émissions, dans un siècle, donc vous serez morts, et moi aussi, il y en aura encore 40% qui sera au-dessus de la tête de nos descendants. Dans un millier d'années, il y en aura encore 20% qui sera au-dessus de la tête de nos descendants, et dans 10 000 ans, il y en aura encore 10% qui sera au-dessus de la tête de nos descendants, s'il y a des descendants à ce moment-là. Je vais vous le dire autrement. Le climat dans lequel je suis né, il est perdu à jamais. Le climat d'aujourd'hui, parce que la dérive climatique va continuer, est perdu à jamais. D'accord ? Il n'y a pas de réversibilité dans le processus du changement climatique. Il n'y en a aucune. Aucune. Non.
Tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne le changement climatique, c'est de limiter la dérive future. Mais de toute façon, à quelques moments qu'on commence à agir, on est incapable de remettre en état le système climatique dans l'état dans lequel on l'a trouvé en entrant, comme dans les toilettes, là. On ne peut plus. C'est terminé. Ce que vous voyez à ce moment également sur ces graphiques, c'est que tout ça se gère, enfin, ou plus exactement, concerne des pas de temps qui sont extrêmement longs, alors que nous avons tout fait dans le monde qui nous entoure pour gérer la société sur des pas de temps extrêmement courts. Alors, vous rigolez avec Macron, mais vous êtes en train d'apprendre à faire des comptes trimestriels et du trading en continu, c'est bien pire. C'est bien pire. Ça, pour raccourcir les échéances de temps, on ne peut pas faire mieux. Une société cotée en bourse, sa stratégie de long terme, c'est 3 ans les bonnes années, 6 mois les mauvaises, tout ce qui est en continu, j'ai envie de dire, crée de l'instantanéité qui nous masque totalement les enjeux de moyen et de long terme. Et la concurrence libre et non faussée a aussi le même effet. Ça raccourcit les horizons de temps. Donc on a un vrai problème, on a organisé toute la société comme si le monde était infini, et soit dit en passant, une bonne partie de ce qu'on fait aujourd'hui en France, on a copié les Américains qui vivent effectivement dans un pays qui se rapproche un peu plus de l'infini que le nôtre, et on a énormément de mécanismes et de schémas mentaux à revoir dans cette affaire, parce qu'ils ne sont absolument pas adaptés aux défis de demain. Pour vous montrer à quel point le défi de demain n'est pas un tout petit défi, donc maintenant je vais vous montrer très très rapidement de quoi on parle quand on parle de quelques degrés de variation. Vous avez ici les écosystèmes qui étaient installés en Europe à la fin du XXe siècle. Alors depuis le temps je montre cette carte, je l'ai laissée actuelle, mais en fait ce n'est pas actuel, c'est déjà passé. Donc à la fin du XXe siècle, si vous fichez la paix aux forêts, elles ne crament pas trop, elles ne se dessèchent pas trop, et vous avez des grosses espèces végétales, c'est-à-dire des arbres, ça veut dire qu'il pleut assez et qu'il fait ni trop froid ni trop chaud. Ici, vous avez l'Europe il y a 20 000 ans. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 000 ans, le climat était très différent. Il a considérablement changé jusqu'il y a 10 000 ans. Et l'Europe, il y a 20 000 ans, est au cœur de la dernière ère glaciaire. Donc, il fait plus froid que maintenant. Une glaciaire, le dictionnaire est bien fait aussi, c'est qu'il fait plus froid. Alors, la première chose que vous voyez, c'est que Erasmus en Suède, vous oubliez, et en Laponie aussi, parce qu'il n'y a pas de Suédois, il n'y a pas de Lapon. La COP26 à Glasgow, vous oubliez, il n'y a pas de Glasgow, il n'y a pas de whisky, c'est quand même une grosse catastrophe, parce qu'il n'y a pas d'Écossais. Vous voyez que tous ces braves gens sont sous des glaciers extrêmement épais qui se sont constitués à ce moment-là, et vous n'avez pas non plus de Québécois, ni tous les autres Canadiens du reste, parce que le Canada est aussi sous 3 km de glace. Pour faire ce très très gros glaçon posé sur le nord de l'Europe et ce très très gros glaçon posé sur le Canada, et le fait que le Groenland et l'Antarctique ont un peu grossi, il a fallu prendre de l'eau quelque part. Cette eau a été prise dans l'océan, et comme l'océan est une grande baignoire dont le fond n'a pas bougé, eh bien le niveau de l'océan est beaucoup plus bas. Donc il n'y a pas de club de voile qui va en Manche, à HEC, voilà, en Méditerranée si vous voulez, mais enfin naviguer en Méditerranée c'est pas drôle. Pas de club de voile sur la Manche, parce qu'il n'y a pas de Manche. Voilà. Et vous n'avez pas de paradis fiscaux dans les Angles normandes, il n'y a pas d'Angles normandes. Le climat étant beaucoup plus sec, beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec, parce que quand il fait plus froid, ça s'évapore moins, l'eau, et donc il y a moins de précipitations. Et dans ce climat sec et froid, eh bien, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de Français, puisque la totalité de la population française, que l'on peut nourrir avec des érelles et des mammouths, représente les effectifs salariés d'une petite multinationale, enfin, ou d'une moyenne multinationale, on va dire. Quand l'Europe est passée de cet état-là à cet état-là, manifestement, ça s'est inscrit dans le cadre d'une planète qui s'est réchauffée. C'est pas refroidi à ce moment-là. Le réchauffement planétaire qui a piloté cette évolution pour le continent européen, c'est 5 degrés en 5 à 10 000 ans. Donc là, vous avez sous le nez une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète sur une transition climatique de quelques degrés. Et vous voyez le bouleversement environnemental que ça a introduit. Alors, sans rentrer dans le détail des conséquences, parce que je suis déjà trop long et je me limite après la planche suivante, sans rentrer dans le détail des conséquences, il est absolument évident que 4 degrés de hausse pour le climat, c'est au premier ordre la barbarie partout. C'est la barbarie partout parce que ça va représenter une telle déstabilisation des conditions auxquelles nous avons été habitués de manière localement depuis des milliers d'années, que nous serons incapables, au surplus dans un monde à l'énergie qui deviendra plus rare, c'est-à-dire aux moyens d'adaptation et de faire face aux ennuis qui deviendront plus limités,
nous serons incapables de résister ça dans la joie et la bonne humeur et des systèmes garantissant les libertés individuelles comme aujourd'hui. On aura des problèmes d'accès à la nourriture, on aura des problèmes d'accès à l'eau, on aura des problèmes d'accès au bois, on aura des problèmes d'accès à des environnements stables, etc. C'est absolument évident que dans ce genre de contexte, nous redeviendrons des guerriers. Donc quand on lutte pour la limite de la dérive climatique, on lutte effectivement pour la paix. Ce n'était pas une figure de style que d'avoir donné le prix Nobel de la paix au GIEC. Ce n'est pas complètement stupide. Il s'agit bien effectivement de ne pas avoir une déstabilisation massive de ce qui nous entoure. Une des choses qu'il faut garder en tête, soit dit en passant dans cette affaire, c'est de se défier de l'illusion de la linéarité. Alors c'est quoi l'illusion de la linéarité? C'est celle à laquelle on est très très habitué dans nos systèmes comptables. C'est de penser qu'une cause 4 fois plus importante va faire des dégâts qui sont juste 4 fois plus graves. Alors sur l'élévation de température, ça veut dire une élévation de température de 4 degrés, c'est 4 fois plus grave qu'une élévation de température de 1 degré que nous avons déjà connue, et bon, on transpire un peu de temps en temps, il y a 3 forêts qui crament, mais quand même, c'est pas très grave. Alors en fait, c'est pas vrai du tout. Et pour comprendre en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner sur des systèmes non linéaires, et le climat est un système non linéaire, je vais prendre un autre système non linéaire qui est votre propre corps. Si vous avez votre température interne qui augmente de 1 degré, vous vous faites faire un mot d'excuse, vous n'allez pas en cours et tout se passe bien. Si votre température interne augmente de 5 degrés, vous ne ratez pas 5 jours de cours, vous êtes mort. Donc, enfin, de fait, vous allez rater 5 jours de cours et même un peu plus. C'est exactement pareil en ce qui concerne le climat. Donc 4 degrés de hausse, ce n'est pas 4 fois plus grave que 1 degré, c'est peut-être 1 million de fois plus grave. Alors, on ne sait pas exactement aujourd'hui. Juste pour garder un autre élément en tête, dans un rapport que le GIEC a rendu il y a quelques mois sur changement climatique et terre, il y avait un graphique qui disait qu'à partir de 3 degrés de hausse, on considère qu'il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Et vous vous rappelez que les déclencheurs des révolutions, c'est toujours quand les gens n'ont pas à manger. Alors si on veut se limiter, et je vais finir avec ça, à 2 degrés de hausse, qui est aujourd'hui l'objectif politique qu'on s'est donné. C'est un objectif politique, parce que pourquoi 2 plutôt que 2,1, 1,8, 3,2, bon, voilà, 2. Il y a une deuxième droite qu'il faut avoir en tête. Donc une première droite qu'il faut avoir en tête, c'est énergie PIB, et une deuxième droite qu'il faut avoir en tête, c'est élévation de température, émission totale entre 1850 et 2100. Donc en fait, ce graphique représente un truc assez simple, c'est une superposition de simulation, mais en gros c'est une droite. Là, vous avez la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère entre 1850 et 2100. Peu importe qu'on le mette au début, à la fin, etc., ça n'a pas d'importance. Et ici, vous avez la réponse en température du système climatique entre 1850 et 2100. Alors, pour parler de choses récentes, à fin 2018, on avait mis 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et donc, nous avons signé pour 1,5 degré de réchauffement. J'arrête les émissions tout de suite, là. De toute façon, on tape les 1,5 degrés. Donc aujourd'hui, l'objectif de 1,5 degré, il est mort. Il est devenu inatteignable. Et donc quand je vois Nokia qui dit qu'ils sont 1,5 degré compliant, comme disait Coluche, je me marre. C'est grand n'importe quoi. Ils ne peuvent pas être compliant d'un truc qui n'arrivera jamais. D'accord ? Bon. Mais il y a des tas de services com qui sont très très bons pour faire du bullshit dans ce domaine. Ceux-là sont très bons. Si on veut se limiter à 2 degrés, à ce moment, nous avons droit à 3000 milliards de tonnes de CO2, nous collectivement les humains, dont 2250 ont déjà été émis, dépensés. D'accord ? Donc on a un capital de 3000 et on a déjà bouffé 2250. Alors comme vous allez faire une division comme moi, ou une soustraction d'abord, et une division ensuite, ça veut dire qu'il nous reste 750 milliards de tonnes à émettre. C'est pile le tiers de 2250. Donc ça veut dire que l'humanité prise collectivement peut encore, pour le siècle qui vient, enfin les 80 ans, mais on va dire le siècle, émettre le tiers de ce qui a été émis dans le siècle qui vient de s'écouler. C'est ça que veut dire l'objectif des 2 degrés. Et comme on sera en moyenne 3 fois plus nombreux pendant cette période qui s'ouvre, ça veut dire que chaque individu pris individuellement a droit au 9e du CO2 qu'un individu qui meurt aujourd'hui a émis pendant sa vie. C'est ça que ça veut dire. Donc en gros, les enfants qui naissent aujourd'hui ont le droit au 9e de ce à quoi ont eu droit leurs grands-parents qui meurent aujourd'hui. C'est ça les 2 degrés. Si je le dis en termes de dynamique, ça veut dire que d'ici à ce que vous ayez mon âge, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. Alors comme Excel sait faire les intérêts composés, puis qu'il y a des futurs banquiers dans cette salle qui sauront faire ça très bien aussi, une division par 3 en 30 ans, c'est en gros 4% de baisse par an.
Donc ça veut dire qu'un monde qui est 2 degrés, et donc une société qui est 2 degrés, est un monde qui est capable de s'organiser pour que les émissions de CO2 baissent de 4% par an à partir de demain matin. Et une société qui est 2 degrés, parce qu'il y a des tas de sociétés qui se revendiquent d'être 2 degrés, est une société qui est capable de survivre économiquement dans ce monde-là sous la forme sous laquelle elle est organisée aujourd'hui. A priori, il y en a très exactement dans le monde 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une société aujourd'hui qui est capable de survivre, de faire exactement le même chiffre d'affaires et le même résultat dans un monde dans lequel les émissions se mettent à baisser de 4% par an. C'est évident que non. Voilà, j'ai été un peu long, et alors maintenant, je crois qu'il faut qu'on passe aux questions, c'est ça ?